Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à cette édition à langue française de la télévision Renaissance, l'édition de ce vendredi 3 juillet 2020, les titres pour démarrer. La nouvelle ministre de la Justice, Jeannine Nibigira, se dit engagée à désengorger les prisons et à lutter contre des procès interminables. La promesse a été tenue ce jeudi lors des cérémonies de remise et reprise entre elle et la ministre sortante. Un poste de ministre, quel qu'il soit, ne protège pas des poursuites judiciaires par les instances internationales et les autorités burundaises coupables de crimes contre l'humanité ne font pas exception. L'analyse de Maître Armel Nyongere, un des avocats des familles des victimes des crimes commis au Burundi. L'élévation de certains officiers de l'armée et de la police au grade de général n'a aucune incidence sur l'efficacité de ces deux corps de sécurité, mais plutôt ces nominations visent à satisfaire une partie de l'armée et de la police pour des raisons purement politiques. Vous suivrez au cours de cette édition l'analyse de Graciela Kindikiza qui suit de près la situation burundaise. Et hors de nos frontières, nous allons nous rendre au Rwanda voisin où depuis ce jeudi, les tests de coronavirus se font désormais dans les différentes rues de ce pays. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. La nouvelle ministre de la Justice a fait une promesse au jeudi de lutter contre des procès interminables. Dans les cérémonies de remise et reprise entre Aimé Laurentine Kanyana et la nouvelle ministre de la Justice, Jeannine Nibigira, se dit engagée à désengorger les prisons. Suivez. Concernant la situation carcérale, nous sommes au courant de la surpopulation dans les établissements pénitentiaires. C'est difficile, mais nous nous engageons à diminuer le nombre des prisonniers qui croupissent dans les prisons sans être jugés. Nous fournirons beaucoup d'efforts pour désengorger les prisons. Et cela facilitera la tâche lors des décisions comme la grâce présidentielle et la libération conditionnelle pour qu'il y ait beaucoup de prisonniers qui puissent en bénéficier. Quand le nombre de prisonniers augmente, c'est aussi l'argent de l'État qui est dépensé. Toujours dans la page justice, un poste de ministre, quel qu'il soit, ne protège pas des poursuites judiciaires par les instances internationales et les autorités burundaises coupables de crimes contre l'humanité ne font pas exception. L'avertissement est de Maître Armel Nyongere, membre du collectif Justice for Burundi, qui plaide pour les victimes des crimes commis au Burundi. Il prend l'exemple du général Ndirakobucha Gervais, alias Ndakugarika, qui vient d'être nommé ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire. Celui-ci est accusé de crimes graves. Maître Armel Nyongere l'a dit dans l'émission Club de la presse animée par Franck Kazé. Les postes politiques ne sont pas une cache pour les criminels. Un jour, ils seront poursuivis. C'est parce qu'on n'a pas encore émis des mandats d'arrêt. Et j'espère bien qu'un jour où il y aura l'émission des mandats d'arrêt, le gouvernement burundais devrait coopérer avec la CPI et devrait aussi contribuer. Est-ce que vous pensez que ça serait possible que le gouvernement coopère avec la CPI aujourd'hui? Surtout qu'il s'est retiré de cette même CPI. Non, il s'est retiré, mais il y a encore l'enquête en cours. Il devrait collaborer. Donc, dire qu'il va collaborer ou pas, non, ça dépendra. Le contexte peut changer. Le contexte peut changer. Supposons, par exemple, qu'il soit protégé effectivement à l'intérieur des frontières burundaises. Est-ce qu'il leur serait possible, par exemple, de voyager assez librement si les mandats étaient effectivement... Et je ne pense pas que même maintenant, ils peuvent voyager à l'aise. Et que ce soit le Premier ministre, que ce soit le ministre de l'Intérieur, sauf dans certains pays où ils croient qu'ils peuvent être protégés. Mais ils ont peur. Et pour les mandats d'arrêt, il y a des mandats d'arrêt ouverts, qui sont ouverts, et il y a des mandats d'arrêt qui sont sous-serrés, donc qui ne sont pas connus. Donc ils savent bien qu'ils ne peuvent pas voyager convenablement. Et je me demande pourquoi on a nommé quelqu'un qui ne devrait pas voyager pour aller faire un plaidoyer. Ils s'en foutent. Mais c'est vraiment grave.
Le journal poursuit. Le Burundi va s'enfermer davantage avec la présence d'Albert Shingiro à la tête de la diplomatie. C'est le cri d'alarme d'Alexandre Niungeko, le directeur de la radio Inzamba, estime que certains propos extrêmes tenus par le diplomate ne lui permettent pas de jouer correctement son rôle. Alexandre Niungeko, qui était également invité dans l'émission Club de la Presse, se base notamment sur la négation du génocide rwandais par Albert Shingiro quand il était ambassadeur du Burundi à l'ONU. Suivez. Cette nomination-là est encore une fois un message clair à ceux qui pensaient qu'il pouvait y avoir un peu d'ouverture. Il n'y aura pas, c'est le durcissement plutôt, et je crois que pour servir dans cet intérêt-là, ils ont bien choisi. Parce qu'ils ont choisi la médiocrité, ils ont choisi vraiment l'homme qu'il ne fallait pas pour avancer la diplomatie burundaise. Il a toujours porté ce langage insultant et ce langage niant tous les faits qui se commettent au Burundi. Et c'est pour cela qu'il a été récompensé. Pour être en phase avec l'actualité, le Rwandais est en train de tendre la main au Burundi, notamment avec la dernière déclaration du président Paul Kagame dans Jeune Afrique, où il dit espérer que le nouveau pouvoir burundais se joindra à lui pour harmoniser leurs relations. Est-ce que ce sera facile avec quelqu'un, justement, comme Albert Shingiro? Moi, je pense que c'est un message qu'on a donné au Rwanda. C'est pour dire, voilà, enfin, on s'en fout des relations. Nous avons un génocidaire, un négationniste du génocide des Tutsis au Rwanda. Et on vous met face à lui. Voilà, si vous voulez discuter avec lui, allez-y. Vous compterez, ça c'est vraiment un message, c'est un blocage tout à fait clair. Que le déni, le négationnisme est l'un des crimes les plus graves. Absolument, absolument. Ce n'est pas seulement au Rwanda. Je pense que là, c'est au niveau même du monde, le négationnisme, c'est un crime qui est poursuivi. C'est un crime contre l'humanité. Les réfugiés burundais du camp de Mahama, Rwanda, ont été choqués par le langage utilisé par le chef de l'État, appelant les réfugiés à retourner au bercail. La déception était sur toutes les lèvres de certains réfugiés qui se sont entretenus avec la télévision Renaissance. Pour eux, le fait qu'une autorité de ce rang les traite de brebis égarées suscite une inquiétude sur le sort qui leur sera réservé une fois qu'ils seront de retour au pays. Suivez. C'est un discours déshonorant. C'est un discours déshonorant parce qu'on n'est pas fiers d'être réfugiés ici. Nous voudrions être dans notre pays, jouir de nos droits civils et politiques. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas de notre volonté, mais c'est par ces mauvais actes du système qui ont poussé à ce que nous fuyions le pays. Donc il vaudrait mieux utiliser un langage, temporisant, calmement, pour qu'on puisse entrer dans un pays qui nous aime, qui a des autorités, qui a soif de rassembler sa population. Son discours, dès le premier jour, n'est pas rassurant, n'est pas convaincant pour qu'on puisse être rassuré d'être dans la sécurité totale dans le pays. Comment est-ce qu'après ces 5 ans de fuite, on peut rentrer alors que ce qu'on a fui est encore là, ce mauvais système est là? Il n'a même pas découragé. C'est l'état de fait. On constate les faits et c'est tout. Pour dire que, donc, il aurait encouragé. Nous sommes quand même dans ce découragement depuis 2015. Parce que dès la fuite, on a fait le pays, mais il aurait rassuré sa population qui se trouve dans différents pays, qui a fui, sa partie de population qui a fui le pays, il aurait rassuré la sécurité et montré des garanties dans son discours, que la sécurité sera assurée pour que cette population puisse regagner le pays natal. Son discours n'a pas été tranquillisant.
Il a osé dire que les brebis galaises ne sont tolérées que chez elles. Il devrait d'abord nous rassurer que les choses ont changé. Pour moi, en fait, je vois que personne ne pourrait se rapatrier malgré son appel. C'est un langage qui nous a fait étonner. Normalement, lorsqu'on est père de la nation, tu dois être impartial. Il venait juste de prêter serment à peu près quelques jours. C'est là qu'on a entendu lancer un appel incitant les réfugiés à rentrer. Mais c'était dans un mauvais discours. Des discours comme tels, autrefois, ils nous ont poussé même pour certains de prendre le chemin de l'exil. Après avoir entendu, c'était comme un deuil. On a même perdu de l'espoir. On attendait de lui un message rassurant. Ça a été un discours qui nous a choqués et surtout un discours d'un nouveau président. On se demande alors qu'est-ce qui va changer si les propos sont toujours les mêmes. Et l'élévation de certains officiers de l'armée, de la police au grade de général n'a aucune incidence sur l'efficacité de ces deux corps de sécurité. C'est l'analyse de Gratien Lukindikiza qui suit de près la situation burundaise. Selon lui, ces nominations visent à satisfaire une partie de l'armée et de la police pour des raisons purement politiques. Il le dit après que le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, a promu certains officiers au grade de général lors des cérémonies de ce 1er juillet de 58 ans d'indépendance du Burundi. Les grades de généraux qui ont été attribués à plusieurs colonels et à d'autres généraux aussi, parce qu'ils sont passés certains sont passés de général-major, général de brigade au grade supérieur. Sont pas des grades qui augmentent la combativité de l'armée burundaise ou le nombre de militaires burundais. L'armée, disons, ne gagne pas beaucoup de choses avec les grades de major, de général. C'est surtout ces individus qui gagnent au niveau des grades, parce que passer du grade de colonel au grade de général relève, je dirais, presque pas de la politique, mais on peut dire aussi de la politique et des connaissances aussi, parce qu'il s'agit de plusieurs colonels, des centaines de colonels. Parmi ces colonels, on doit choisir 2 ou 3 qui deviennent des généraux. Vous voyez bien qu'il n'y a pas d'examen à passer, il n'y a pas de concours. Donc, c'est surtout par choix. Par choix, ça peut dépendre. Il y a certains qui peuvent mériter. On a vu d'autres qui ne méritaient pas. Mais c'est un choix plus politique, un choix qui est validé au niveau de la présidence. C'est surtout au niveau de la présidence. Ça ne se fait pas au niveau de l'état-major. L'état-major peut proposer, mais c'est surtout la présidence qui doit valider. C'est un grade très, très bien placé, plus militaire que autre chose que militaire en soi. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand on a ce grade de général, on est rassuré, on peut avoir la retraite à 60 ans, alors que celui qui est le grade de colonel, il a sa retraite à 60 ans. Disons, ce grade de général, il y a beaucoup de généraux, presque une soixantaine dans l'armée burundaise et la police aussi. Cela relève de l'histoire depuis l'intégration de FDD en 2005 jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y avait beaucoup de généraux qui sont entrés. Il y avait des généraux qui étaient déjà dans l'armée, alors qu'avant, du temps de Buyoya 1 ou d'Obagaza, il n'y avait pas de général. Et donc, il y a eu une sorte d'inflation de généraux. Et les uns poussent, il y a ceux qui sont en bas, mais qui doivent pousser parce qu'il y a les postes qui se libèrent et qui nécessitent, disons, d'avoir ce grade en fonction de ce qui se faisait avant. Mais sinon, l'armée burundaise, même s'il y avait un colonel à la tête de l'armée burundaise, elle serait la même. Sa qualité, sa combativité n'en perdrait pas pour autant. Page économie à présent, le gouvernement du Burundi devrait chercher un moyen pour relancer l'économie du pays en s'appuyant surtout sur les plans d'action prioritaires de 2018 jusqu'en 2022 pour voir où en est les projets du développement du pays. C'est l'analyse de Faustin Ndikumana. Toutefois, cet expert en économie demande une mise en application de la loi sur la déclaration des biens avant et après la prise des responsabilités par les nouveaux dirigeants suivants. On peut interpréter ça comme sous forme d'injustice quand, dans un contexte de rareté des devises, quand on vous transfère, par exemple, un montant de $2,000, la banque les échange immédiatement et vous donne des francs. Le problème, c'est que le jour où vous allez avoir besoin de ces devises, vous n'en recevez pas immédiatement à travers les institutions bancaires. C'est ça le problème. Donc, la banque échange immédiatement ses fonds
alors qu'en retour, si on en a besoin, on n'en reçoit pas comme on veut. Et c'est une contrainte vraiment. Plutôt ailleurs pour encourager les diasporas à transférer des fonds dans les pays d'origine, il y a des mesures plutôt de souplesse, d'encouragement, par exemple, et aider à ce que la diaspora crée beaucoup de comptes en devises ici, ou bien aussi des nationaux qui ouvrent ces comptes en devises, pour que justement, à travers ces transferts, on puisse même encourager les gens à placer leurs devises et percevoir peut-être l'intérêt en francs. Et si les gens commencent à avoir cette confiance de placer des devises dans des comptes à terme, ça peut aider, d'épargne à terme, mais ça peut aider aussi à augmenter le niveau des devises. D'autres pays le font. J'imagine qu'il faut prendre vraiment des mesures stratégiques aujourd'hui. Sinon, on peut ne pas comprendre comment, dans un tel contexte où les autorités n'admettent pas même qu'on a un problème de devises, on continue à prendre des mesures contraignantes dans ce secteur monétaire. Et dans la suite des séries de témoignages sur les périodes sombres que le pays a traversées, aujourd'hui la télévision Renaissance vous propose un extrait de l'ancien président Sylvestre Ntibantunganya qui nous parle ici de l'assassinat de son épouse. C'était en 1993 dans la foulée des assassinats qui ont emporté le président élu Melchior Ndadaye. L'intégralité de ce témoignage sera disponible dès demain sur cette plateforme. Et comme je vous disais dans les titres, les tests de coronavirus au Rwanda se font désormais dans les rues. La police propose le test à des personnes qu'ils arrêtent au hasard pour leur demander leur consentement. Et malgré une hausse des cas de Covid-19, le Rwanda a déjà rouvert ses sites touristiques et ses aéroports aux étrangers. Les détails avec Rodrigue Ndekoumram. L'exercice a débuté jeudi matin sur certaines routes et points d'entrée de la capitale rwandaise, Kigali.
Selon les autorités sanitaires, cette opération va permettre de fournir des informations factuelles sur le statut du Covid-19 dans la capitale. Cette opération est accentuée sur les heures du matin pendant que les gens se rendent au travail et le soir en rentrant chez eux. Certains se plaignent cependant d'avoir été contraints de consentir au test, mais d'autres se diseraient de se faire facilement tester dans la rue et de poursuivre leurs activités. Depuis le mois de mars, le Rwanda a effectué plus de 140 000 tests. Plus de 1000 ont enregistré des résultats positifs. La semaine dernière, les autorités rwandaises ont réintroduit un verrouillage dans certaines parties de Kigali pour la raison que des dizaines de cas ont été confirmés. Jusqu'à ce jeudi, le Rwanda enregistre 567 cas positifs du Covid-19. 493 ont été guéris et 3 personnes mortes. Malgré cette hausse des cas de Covid-19, le Rwanda a rouvert ses sites touristiques et ses aéroports aux étrangers depuis le 17 juin. La mesure, qui reste encadrée par de nouvelles exigences sanitaires, s'inscrit dans le cadre de la stratégie de relance de l'économie nationale ralentie ces derniers mois par la pandémie. Merci à Rodrigue Ndikoumrami. En bref, avant de clore cette édition, rappelons que les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce vendredi 256 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Christine pour rappel également, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier dans la province de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndrubusa, Terence Moses et J.D. Harerimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, tout est bien qui finit bien. C'est ce qui prend fin cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.